Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle le domaine non localisé. Ce terme me vient de Deepak Chopra, qui l'utilise déjà dans son livre, le livre des coïncidences, à propos des synchronicités, mais c'est aussi utilisé dans le cours sur la méditation, sur le son primordial, Chopra, que j'enseigne. Et il cite dans ce livre, à la page, en fait aux pages 88 et 89, il nous parle de l'esprit non localisé qu'il compare avec l'esprit localisé. Et c'est ça que je vais un petit peu, ce dont je vais un peu vous parler finalement, parce que au-delà de cette envie de vous parler du domaine non localisé, je vois peut-être du téléphone en passant, peu importe. Au-delà de cette envie de vous parler du domaine non localisé, je voulais quand même un petit peu me raccrocher à ce que Deepak Chopra en dit, donc à la théorie. J'y vais tout de suite, puis vous verrez un petit peu le dénouement, la conclusion de ma présentation. Donc, il y a 12 points pour chacun des esprits, des domaines. En fait, c'est vraiment, on parle de conscience encore une fois, et j'en profite justement pour expliquer ce qu'est la conscience rapidement, comment Deepak Chopra définit la conscience. C'est vraiment, pour moi, c'est la vie. En fait, c'est tout ce qui existe dans ces différentes dimensions, ces multiples formes, même inimaginables presque, au-delà de l'espace-temps. C'est ça, la conscience. C'est le tout. On pourrait même dire l'absolu, on pourrait même dire le relatif. Tout ce qui est expérience et tout ce qui est même au-delà de l'expérience. Donc en fait, Deepak Chopra, dans son livre Meta-Human, dit clairement, et je l'avais mentionné dans une autre vidéo que j'ai peut-être pas encore publiée, Creation is consciousness experiencing itself. La création est la conscience qui fait l'expérience d'elle-même. C'est la conscience qui fait l'expérience de sa conscience aussi en fait. Et nous-mêmes, nous pouvons être conscients que nous sommes conscients. Et c'est là qu'on devient créateur de sa vie d'une certaine façon. C'est en prenant du recul, en se détachant de l'écran de notre vie sur lequel se joue plein d'histoires, un peu comme au cinéma, pour observer, être le témoin neutre, celui qui observe mais ne juge pas et ne réagit pas, mais vraiment qui observe, qui regarde sans juger, qui prend conscience, qui prend le temps de prendre conscience. Ça vient du Vedanta, hein, cette façon de voir les choses, de voir la vie. La vie et la mort d'ailleurs. Donc l'esprit localisé, les 12 points sont les suivants. L'ego. D'accord? On est vraiment au niveau de l'ego quand on est dans le domaine localisé, dans le petit moi finalement, dans le petit jeu, JE, et limité par l'espace-temps. En deuxième position, si on peut dire, on a l'esprit individuel. C'est aussi, j'ai peut-être pas raison de dire l'âme individuelle, parce que dans l'esprit non localisé, on a l'âme qui est peut-être justement universelle. Je ne sais pas si on peut vraiment les opposer, mais en tout cas, disons qu'il y a une individualité. L'ego, c'est aussi une forme d'individualisation. C'est important en même temps en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour nier quoi que ce soit et dire que il faut tuer l'ego. C'est pas ça dont il est question en fait. C'est juste de prendre conscience de qui nous sommes en tant qu'être humain et que nous ne nous limitons pas simplement, nous ne nous limitons pas uniquement à l'ego et à notre identité et à nos pensées et à nos émotions et à toutes ces choses qui sont... Finalement, on parle de séparation avec le plus grand soi, separate self.
Ensuite, on parle en troisième de conscience individuelle. C'est un peu la même chose. Et en quatrième de conscience conditionnée. Parce que oui, j'y crois, nous sommes tous conditionnés en tant qu'êtres humains depuis notre naissance finalement, parce qu'il y a des impressions, des choses qui s'impriment dans notre subconscient, notre conscient, notre inconscient, peu importe, en tout cas dans notre cerveau, dans notre mental en fait. Et parfois on en a conscience, parfois on n'en a pas conscience. C'est aussi, donc cinquième linéaire, c'est un peu la cause à effet aussi en fait. C'est le passé, le présent, le futur. Okay, la ligne du temps. Vous verrez que c'est très différent dans le domaine non localisé. Et j'ai décidé de ne pas y aller comme un dans le localisé et un dans le non localisé, mais vraiment de faire d'abord l'un et puis l'autre. Et là, on est vraiment dans la réalité ordinaire que Deepak Chopra trouve justement être une réalité virtuelle qui est conditionnée, qui est pour nous protéger un peu, parce que si on voyait vraiment les choses d'une toute autre manière, ça serait vraiment un gros choc. Parce que comme je vous dis, on est conditionné depuis la naissance à voir les choses comme on les voit. Puis notre cerveau est un filtre en fait. 6 opère au sein de l'espace, du temps et de la causalité. C'est la même chose encore une fois. On a vraiment des dimensions, on vit dans la en trois dimensions comme on dit. Et puis il y a l'espace, il y a le temps, il y a la causalité. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on ne les voit pas tellement. On ne voit pas tout l'espace, on ne voit pas le temps, mais on pense qu'il existe. Ou en tout cas, on sait qu'il existe, peu importe, c'est prouvé finalement scientifiquement. Et la causalité, la même chose en fait. C'est la même chose que la loi de la gravité, si on veut, en tout cas sur Terre. Mais c'est très différent dans l'espace. Donc voilà, c'est ça. C'est l'environnement dans lequel on est. Et justement, point numéro 7, lié au temps et limité. Limité par l'espace-temps. On ne peut pas facilement se téléporter d'un endroit à l'autre. Et on ne peut pas non plus aller dans le passé et dans l'avenir comme ça nous chante. À moins d'être dans l'imaginaire, l'imagination ou dans un rêve. 8, c'est rationnel. C'est vrai. C'est scientifique aussi, mais je crois que quand même le rationnel a sa raison d'être encore une fois. Donc vraiment, c'est pas pour dire que c'est négatif d'être dans le domaine localisé. Ensuite, 9, conditionné à penser, à se comporter selon des modes habituels modelés par l'expérience individuelle et collective. L'inconscient collectif, les mythes, les contes de fées. Mais il y a quand même des schémas en fait. On est quand même d'une certaine façon enfermé. Et si on va plus loin, notre mental est une prison intérieure dans laquelle il peut y avoir beaucoup de souffrance. 10, sépare. Donc c'est encore l'espèce de sentiment de séparation d'avec le tout. On n'est pas dans l'unité là, on est dans la dualité par exemple et dans la séparation. Et évidemment, c'est là où ça fait mal, parce que parfois on se sent seul, on se sent isolé, on veut trouver quelqu'un pour nous compléter, parce qu'on n'est pas entier soi-même. Il y a un manque d'unité, d'unicité, d'entièreté. 11, dialogue interne, ceci est moi, ceci est à moi. Donc là encore, c'est une phase normale du développement de l'être humain. Hein. Peut-être à partir de l'âge de 3 ans, un enfant commence à prendre conscience qu'il est séparé de sa mère, qu'il est une entité individuelle et
et à prendre conscience de son individualité pour se développer. Et c'est normal. Donc, c'est plus une question d'avoir un ego sain que de ne pas avoir d'ego du tout, selon moi. Donc voilà, ceci est moi, ceci est à moi, c'est pas mauvais en soi. C'est juste de ne pas s'identifier complètement à ce petit moi qui est souvent vraiment même vu d'une manière négative, malheureusement, de par notre conditionnement, y compris sociétal. 12, la peur domine dans cet esprit localisé. Bon, là, c'est moins le fun, on va se le dire, c'est moins positif, mais je pense que ça n'a pas besoin d'être comme tel que la peur domine. Mais on se raconte beaucoup d'histoires, on se fait beaucoup de scénarios, on peut aller dans l'anxiété, la peur de l'avenir en se faisant plein d'idées fausses, avec nos fausses croyances, avec nos fausses idées. Et on peut aussi aller dans le passé et ruminer des histoires à longueur de journée alors que c'est du passé. Bon, après, voilà, est-ce qu'on a vraiment un passé, un présent et un avenir? Finalement, tout est présent quelque part. Et c'est ça, c'est à ça, à cette conscience que la pleine conscience nous amène. On arrive justement à l'esprit non localisé et au domaine non localisé. Donc là, les éléments, il y en a aussi 12. Ça commence par l'esprit. On n'est pas dans l'ego, là on est dans l'esprit. 2, l'âme. On n'est pas dans l'esprit individuel, je pense qu'on pourrait dire mental selon moi. On est dans l'âme, on n'est pas au niveau du mental, on est au niveau de l'âme. 3, conscience universelle plutôt que conscience individuelle. On est dans le plus grand, dans le tout, l'universel. 4, la pure conscience. Donc on n'est pas dans la conscience conditionnée, on est dans la pure conscience. C'est ce à quoi la méditation nous amène à connecter dans cet espace de silence entre deux pensées. C'est le domaine non localisé, le potentiel infini, la pure conscience. Elle est là en tout temps. 5, synchronique. Donc on est dans les synchronicités, c'est plus linéaire cause à effet, c'est la synchronicité, tout est en même temps d'une certaine façon, mais évidemment par notre cerveau qui est un filtre, on conçoit quand même que, que ceci vient avant, peut-être une pensée vient avant, un événement qui vient après, et pourtant ça semble tellement connecté que c'est comme s'il n'y avait pas de cause à effet, il y a un synchronisme on va dire. 6, opère hors de l'espace du temps et de la causalité. Pareil, c'est infini. Il n'y a pas de limite d'espace, il n'y a pas de limite de temps et il n'y a pas de cause à effet. 7, éternel et infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Écoutez, je vais vous dire, pour moi, la vie et la mort sont deux états de conscience différents qui ne sont pas opposés. C'est juste des états de conscience différents. 8, intuitif, créatif, c'est vrai, on est dans la créativité. C'est difficile à expliquer à ce niveau-là la créativité parce que c'est pas vraiment faire de l'art, mais c'est vraiment plus l'intuition en fait. Ça vient de l'intérieur, on est connecté à cette espèce de potentiel créatif. Et ensuite, il y a inconditionné, corrélé à l'infini, infiniment créatif, ça veut dire encore la même chose. 10, unifie, au lieu de séparer, ça unifie. On se sent relié au tout, on se sent connecté avec tout le monde, parce qu'il y a des synchronicités qui parfois nous font croire, mon Dieu, on dirait de la télépathie, et ça va même plus loin que avec des gens qu'on connaît déjà. Parfois, c'est des gens qu'on ne connaît pas encore. Enfin, bref. 11, dialogue interne. Tout cela est moi et mien. Il n'y a plus le possessif. C'est vraiment tout est moi. L'univers, c'est moi. Je suis l'univers. Il n'y a plus de séparation.
Le mien, bon, façon de parler, je pense que c'est plus le nous en fait. Parce que on n'est plus vraiment unique et séparé, on est un. Je remets en question un petit peu Deepak Chopra là. 12, l'amour domine. Oui, parce qu'en fait, on dit que l'inverse, l'opposé de l'amour, c'est la peur et vice-versa. Donc là, on parle vraiment d'amour universel, d'amour pur, d'amour inconditionnel, de liberté, selon moi, en fait. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de schéma, il n'y a plus de conditionnement. On est libre d'aimer, on est libre de s'aimer tel qu'on est, sans ces espèces de jugement ou de jugement de valeur et tout ça. On est vraiment libre. C'est un sentiment, la liberté. Et c'est ça, le domaine non localisé. Grâce à la méditation, on y accède d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'on nous dit dans l'enseignement Chopra, c'est que c'est vrai que notre vie ne va pas changer du jour au lendemain, ou même, je veux dire, on reste des êtres humains avec ce que ça implique. Maintenant, plus on plonge dans cette piscine, plus on médite, plus on est connecté souvent à ce domaine non localisé et on baigne là-dedans, plus quand on en ressort, on sort de la méditation, de l'état méditatif, plus on amène de cette eau avec nous à chaque fois. Et c'est là qu'est la force de la méditation. Et on constate les bienfaits dans notre vie de tous les jours. Donc il n'y a pas de... C'est pas ésotérique, c'est pas miraculeux, c'est ce qui est en fait. Et c'est très beau, c'est très simple. Et c'est un peu ça aussi que j'ai envie de véhiculer et j'aimerais amener les gens à voir les choses de cette façon, à se libérer de cette façon. Ça demande une pratique quotidienne, c'est vrai. Mais je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et que c'est comme ça qu'on prend soin de soi, qu'on cultive son bien-être, son bonheur et sa santé. Et la paix intérieure et la liberté. Namasté.